Ok. Donc, j'ai le privilège, donc le grand honneur, de présenter notre vedette de la soirée, monsieur Pierre Assouline. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais Pierre est quasiment celui qui a permis que ce salon existe. Je vais vous raconter ça. Ça se passe en 2019. L'idée de reprendre à Montpellier un salon du livre consacré au monde juif, qui avait existé à Paris il y a quelques années, enfin quelques années auparavant, qui a disparu, je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps. On s'est dit, pourquoi pas le reprendre, et ça s'est passé dans l'idée de trois grands rêveurs, monsieur André Moutot, ici présent, monsieur Youssef Orizadeh, qui est notre trésorier, et moi-même. Et il a fallu quand même un sacré moral pour faire ça, parce qu'on avait besoin de plusieurs choses. On avait besoin que des gens croient en nous. On a eu deux personnes qui ont cru en nous. La première, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure, c'est Hussein Bourgi, qui le premier, quand on l'a sollicité, nous a dit « mais pas de problème, la région sera derrière vous. Si vous avez le sous, on vous aidera ». C'était quand même déjà le nerf de la guerre, c'est pas mal. Et puis il fallait que des auteurs acceptent de venir à Montpellier sur un événement qui n'a jamais existé. Et donc, j'ai profité de l'occasion où Pierre passait à la médiathèque Émile Zola, et je l'ai coincé juste après, en me disant, il va me remballer. Non, il s'est assis, il m'a écouté, ça a duré au moins un quart d'heure, et je me dis, mais il est vraiment gentil. Et à la fin, il m'a dit, ben oui, ben je serai des vôtres. Et bien écoutez, ce premier oui, c'est le déclencheur de l'existence de ce salon, et on remercie. Alors, ce premier salon, effectivement, on a eu pas mal de désistements de gens qui ont dit oui, mais lui, il est venu. Il est venu et il a tenu son rang et il nous a parlé de Retour inséparable, qui est un des plus beaux livres que j'ai enregistré ces dernières années. En tout cas, ce qui est clair, c'est que chaque fois que nous l'avons sollicité, c'est maintenant la troisième fois, dans les minutes qui suivaient mon message, j'envoie un message le jeudi à 10h15, à 10h30, j'ai la réponse, mais pas de problème, je serai là. Et en plus, il est là. Donc merci infiniment. Sachez que nous vous en sommes particulièrement reconnaissants et effectivement, vous pouvez l'applaudir spécialement pour sa fidélité, sa bienveillance à notre égard. Merci infiniment, Pierre. Quant à présenter Pierre, que dire que vous sachiez déjà, il est né à Casablanca, c'est son plus grand mérite. Ça commence bien. Attends, c'est pas Marek qui dit ça, alors, hein. C'est vraiment gentil de ma part. Il est écrivain, il est journaliste, il est chroniqueur radio, blogueur, biographe, membre de l'Académie Goncourt depuis 2012, romancier, essayiste, historien, spécialiste des biographies littéraires et artistiques, une carrière dans les médias, puisqu'il a notamment dirigé le magazine Lire et collaboré régulièrement avec Le Monde, Le Nouvel Obs, France Culture, dans l'enseignement, puisque je pensais qu'il avait été, mais il est encore prof à Sciences Po, ça fait pas mal. Il a écrit au moins une trentaine de livres, j'ai entendu une quarantaine même tout à l'heure, c'est plutôt une quarantaine. Explorant souvent les thèmes liés à l'histoire, à la mémoire collective, au destin des Juifs en Europe. Parmi ses livres les plus marquants, on trouve Lutetia, Sigmaringen, Le Dernier des Camondo, Retour inséparable, des biographies de figures majeures comme Siménon, Gallimard, Dassault, Albert Londres. Je pense que ça suffit comme présentation. Alors Fabrice, présente-nous le livre, l'annonce. Alors, juste avant de présenter le livre, c'est ma mission, j'ai demandé à ChatGPT de me faire en 5 phrases, dans le style de Pierre Assouline, son arrivée à Montpellier au Salon du Livre des Mondes Juifs. Il débarqua à Montpellier comme on franchit une frontière invisible, avec ce léger tremblement de ceux qui savent que les mots voyagent plus loin que les trains. Le soleil de novembre, encore vif, découpait les façades comme un passage découvert, et lui, le chroniqueur des traces enfouies, sentit qu'ici même l'air respirait l'exil. Il venait pour le salon du livre des mondes juifs, mais c'est la ville qui l'attendait, silencieuse, comme si elle se souvenait déjà de ce qu'il allait dire. Dans sa valise, moins de vêtements que de noms, et dans ses yeux, cette façon d'écouter avant de parler, propre à ceux qui écrivent en marchant sur la mémoire.
Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Je suis consterné. C'est le mot. Non, c'est très dur. C'est très dur parce que, en fait, on est remplacé, c'est fini. On n'a plus besoin d'écrire des livres. Il suffit de faire appel à chat et en une nanoseconde, on a déjà. Et je trouve que c'est assez ressemblant, en fait. En même temps, j'étais gêné parce que je vois tous les défauts. Et puis finalement, c'est ça. Il y a l'étrange Inquiétant étrangeté chez Freud. Est-ce qu'il n'y a pas ça chez l'écrivain qui découvre d'un seul coup une IA qui écrit presque De comme toute façon, je vais vous dire une chose. Moi, je ne relis pas mes livres, mais une fois qu'ils sont publiés, mais on demande tout le temps des articles, y compris sur des livres que j'ai publiés il y a 20 ou 30 ans, Camondo par exemple, etc. Et donc, j'y vais pour chercher quelque chose dans mes livres. Et à chaque fois que j'y vais, je lis quelques pages, mon réflexe est toujours le même. Je me dis, mais où est-ce que tu as été chercher tout ça? Je m'étonne moi-même de ce que je trouve. Parce que j'ai oublié en fait tout ça. Puisque les livres restent, ça crée une famille d'esprit, les personnages, les héros des biographies, tout ça, ça reste. On n'évacue pas. Mais ça crée une famille de personnel, en fait. Une famille de papier. Et à chaque fois, je me dis, bon, ben, il va rester là longtemps. Mais je suis toujours étonné d'avoir été chercher tout ça. Je me demande encore où. Je sais, dans des livres, dans des interviews, dans des archives et des rencontres. Vous avez cité Lutetia tout à l'heure. Pour moi, Lutetia, c'est une somme de rencontres avant d'être des archives avec des anciens déportés. Et ça, c'est quelque chose que je ne vous dirai jamais. Et c'est vrai que quand je raconte quelques souvenirs comme ça, très souvent des éditeurs et moniteurs me disent il faut absolument qu'un jour tu écrives un livre où tu racontes les dessous, des biographies et des romans. Parce qu'à chaque fois, ce sont des rencontres. Des témoins, des acteurs de l'histoire, quand vous les rencontrez, ils vous disent des choses qu'aucun écrivain n'oserait inventer. Je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit, mais j'en ai mille. Pour écrire Lutetia, donc, j'ai rencontré beaucoup d'anciens déportés. Et un jour, il y en a un qui avait donc 16-17 ans, là, à Auschwitz. Et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a un mot que vous retenez ou une phrase d'un co-détenu? Il me dit, non, ce n'est pas d'un co-détenu. Il me dit, le jour de l'évacuation d'Auschwitz, pour la marche de la mort, pour aller à Buchenwald, on faisait la queue au portail pour partir. Évidemment, on passait devant les SS, et le commandant du camp, de notre camp à nous, était à l'entrée, et on passait devant lui. Évidemment, on baissait la tête. On n'a jamais regardé le commandant ni les SS droit dans les yeux. On baissait la tête. Et puis, à un moment, la file s'est arrêtée. Et alors, quand elle s'est arrêtée, je me suis retrouvé face au commandant. Et le commandant m'a touché l'épaule pour que je le regarde, et il m'a dit « J'espère que vous ne conserverez pas un trop mauvais souvenir de votre séjour par nous. » Et ça, c'est la quintessence de l'humour noir des SS. Mais ça, un écrivain ne peut pas l'inventer. Non seulement il n'a pas l'imagination pour ça, mais il n'oserait pas. Moi, si j'avais inventé une chose pareille, j'aurais jamais osé l'écrire. Évidemment, j'ai osé l'écrire parce qu'elle est dans la bouche d'un des personnages qui est rentré par le Lutetia et qui le dit, parce que tout ce que je raconte est avéré et exact. Mais c'est pour vous dire que ces rencontres, moi, le visage de cet homme et tout ce qu'il m'a raconté après, je ne l'oublierai jamais. Donc, c'est pas parce que le livre a été publié il y a 20 ans ou 25 ans, je ne l'oublierai jamais. Et ça, ChatGPT n'est jamais capable de c'est ça qui est rassurant. Voilà. Une réserve près. Maintenant que je l'ai raconté, Oui. et que ça sera peut-être sur les réseaux sociaux, ça sera pris dans la moulinette de ChatGPT dès ce soir. C'est une donnée maintenant. Et ça y est, maintenant, ça fait partie des données. Donc, ils vont peut-être le ressortir d'une manière ou d'une autre. Tout ça est vertigineux. Je préfère ne pas y penser. C'est vertigineux. Monsieur Laurent, vous n'avez pas
Vous avez vu, Rempli il va me traiter de d'obligation. voyou parce que déjà je suis hors sujet, mais bon, c'est habituel. Alors, l'annonce 2025, roman autobiographique, je ne sais pas, roman historique, en grande partie autobiographique, Totalement. et qui raconte l'histoire de Raphaël, Dieu guéri en hébreu, qui part comme volontaire en 1973 pendant la guerre de Kippour, étudiant parisien, et qui, 5 ans, donc il est volontaire dans un moshav israélien, et 50 ans, avec toutes les rencontres que cela comporte, et nous reviendrons sur ce sujet, et 50 ans plus tard, avec le 7 octobre, il retourne en Israël, retrouve certaines des personnes qui étaient auparavant dans cette aventure de 1973, et ce grand narratif, ce grand pont historique presque jour pour jour, puisque c'était Octobre. 6 octobre, voilà, 6 octobre. De 50 ans, d'un demi-siècle, ce pont entre deux dates marquantes pour notre histoire juive que vous abordez dans ce livre. On peut évoquer les thématiques qui sont à l'œuvre dans ce roman, des plus simples aux plus complexes, avant de passer aux questions acides. Alors, le roman, si forcément, aborde des questions de l'engagement volontaire, ce qui est un vrai problème, savoir dans quelles conditions et circonstances ça peut se produire, la violence de la guerre, les répercussions de la guerre sur les individus, sur les sociétés. Il interroge aussi la transmission de la mémoire collective, notamment celle des Juifs en Europe et en Israël, et la manière dont les événements historiques façonnent les destins individuels. Il y en a d'autres que tu avais notés, mais je peux les dire. Oui, alors moi je vais repartir par un petit bout un petit peu surréaliste. Là, actuellement, les Américains fêtent une fête qui s'appelle Thanksgiving. Et je me demandais, moi j'ai une pensée émue pour les Tarnigolim. Et vous? Savez-vous que sont les Alors, Tarnigolim? Tarnigolim, c'est un mot, vous n'êtes pas censé le savoir, hein. Mais moi-même je ne savais pas quand j'ai débarqué donc à l'âge de 20 ans en Israël au début de la guerre, c'est des dindons, Tarnigolim. J'ai été affecté au Tarnigolim. Et donc, si vous voulez, je peux vous en parler pendant toute la soirée, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non. Bon, pour reprendre le fil de l'histoire, moi, quand j'étais militationniste quand j'étais jeune, très jeune, au lycée, et ensuite à la fac. Donc ça se situe à partir de 68, où tout le monde était engagé dans quelque chose, et ben moi c'était ça. Et jusqu'à 1973. Et donc j'étais dans un mouvement qui était un groupuscule, mais extrêmement dynamique et actif, qui s'appelait le CLES, le comité de liaison des étudiants sionistes socialistes qui étaient affiliés à Voda, le grand parti travailliste, voilà, celui de Ben Gurion et de tous les autres, de tous les pionniers, de Golda Meir, etc. Et quand la guerre est arrivée, chacun s'en souvient, parce que c'était le jour du Kippour, quand cette guerre a été déclarée, donc l'invasion, je le rappelle pour les plus jeunes, l'invasion d'Israël le 6 octobre 1973 par les armées syriennes et égyptiennes, et donc le Sinaï, etc., attaque surprise, entre guillemets, on y reviendra. Moi j'ai appris ça à la synagogue, hein, comme beaucoup de gens, et dès le lendemain, avec mes amis de ce mouvement, on était tous de la génération née autour de 1953, on s'est réunis et on a dit qu'est-ce qu'on fait. Pour mémoire, 3 jours après, le début de la guerre, il y a eu une manif aux Champs-Élysées. Il n'y avait pas que des Juifs, il y avait tout le monde. Les Champs-Élysées étaient noirs de monde. On se souvient parce que j'y étais. Il y avait une seule banderole autorisée, c'était la seule qu'on voyait. Nous sommes tous des volontaires. C'est extraordinaire. Eh bien, sur cette masse que je ne peux pas chiffrer, enfin vous imaginez, les Champs-Élysées noirs de monde, en tout et pour tout, de France, il y a eu 150 volontaires. Pas 150 000, 150 volontaires. Ça a été ma première désillusion. Les volontaires sont venus du monde entier, des Juifs, venus de partout, et même des non-Juifs,
pour aider Israël d'une manière ou d'une autre. Vraiment du monde entier. La France est le pays qui, proportionnellement à sa communauté, à l'époque environ 450 000 personnes, a envoyé le moins de volontaires. Comment vous l'expliquez, ça? C'est ma question, parce que dans votre livre, vous dites qu'il y en a eu 800 pendant la guerre des 6 jours, et d'un seul coup, ça chute à 170, c'est le chiffre. Pourquoi? Mais même 800, c'est par rapport au nombre de juifs qu'il y a en France. Eh bien, écoutez, pour la même raison que le 7 octobre 2023, tout le monde était extrêmement mobilisé en France, et que, contrairement à ce qui est annoncé partout, l'alia des Français est très faible. L'alia est très faible. On connaît les chiffres. C'est extrêmement faible. Je ne dis pas qu'il faut y aller. Je ne dis rien. Je ne porte pas de jugement. Je constate par des chiffres. Beaucoup de gens vous disent, oui, je vais m'inscrire, je me suis inscrit, etc. Mais on n'y va pas. On peut chacun en tirer les leçons qu'on veut. On peut en discuter. On peut tout dire. Mais c'est un fait. Ben, c'est propre à la communauté juive française. Bon. C'est comme ça. J'entendais récemment, justement, bon, on quitte les feuilles, je crois que c'était quelqu'un qui voulait promulguer l'ALIA française, et il était très étonné de la réaction du gouvernement israélien qui semblait indifférent par rapport à cette ALIA. C'est-à-dire que autant l'ALIA russe ou ukrainienne, c'est une ALIA, comme on dit, one way, un seul chemin, et l'ALIA française est un peu considérée comme two ways, même s'ils nous donnent des équivalences de diplômes comme médecin, comme dentiste, pharmacien, ingénieur, etc. Le gouvernement israélien n'a pas trop confiance dans cette ALIA, parce que l'histoire lui donne raison. D'abord, ils connaissent les chiffres, auxquels j'ai fait allusion, donc ils savent déjà qu'à chaque guerre, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais très peu qui agissent, qui mettent en accord leurs actes et leurs idées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas se voiler la face. Les Français ne sont pas aimés en Israël. Les Français sont responsables d'avoir fait monter le prix de l'immobilier. C'est ça. Et quels Français? Oui, quels Français? Des Français qui ont une double nationalité et qui ont le privilège d'avoir, parfois, de travailler en France avec les salaires et les revenus que ça suppose, et de passer l'autre moitié de la semaine en Israël. C'est un grand privilège. Or, aujourd'hui, vu d'un Israélien moyen, il y a de quoi leur en vouloir. Il n'y a pas à en vouloir à des gens qui sont plus riches que vous, mais leur en vouloir pour cette position et cette situation enviable, parce qu'aujourd'hui, la vie quotidienne en Israël est très difficile. Économiquement, c'est très difficile. Moralement, on va en reparler parce que c'est un peu au cœur de mon livre, mais c'est dur. C'est dur, et aujourd'hui, il y a une réalité qui est difficile à accepter, et c'est une réalité. Les chiffres de l'ALIA sont plus faibles que les chiffres de la Yérida, c'est-à-dire des gens qui quittent Israël. On peut le dire entre nous, c'est pas quelque chose qu'on va dire, qu'on a envie de dire publiquement dehors, parce que ça trahit quelque chose, parce que c'est trop dur, parce que moralement c'est difficile, parce que des gens en ont assez d'envoyer leurs enfants à la guerre, d'autres en ont assez d'affronter les attentats, d'autres encore en ont assez d'être réservistes. Il ne faut pas oublier les Miloïm, en temps normal, c'est un mois par an, on arrête tout et on va sous les drapeaux, jusqu'à environ 45 ans ou 50 ans. Mais là, ce n'est pas les Miloïm. Depuis le 7 octobre, les gens, il y a des réservistes qui ont déjà fait 100 jours ou 120 jours de réserve. Vous imaginez d'arrêter tout, d'arrêter de travailler, etc. Et tout repose sur, la plupart du temps, une femme qui est restée à la maison avec les enfants. Donc c'est une situation qui est invivable. Ça provoque des suicides. Bon, je ne veux pas noircir le tableau, mais il n'y a rien de tel que le déni, en toute chose. Le déni. On le vit tout le temps, sur tous les sujets, à tout propos. Mais là, s'agissant d'un pays qui est cher à notre cœur, c'est comme si on devait affronter le déni de l'antisémitisme en France. L'autre qui dit c'est résiduel, c'est insupportable. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait quelque chose. Pas un jour. Dans toute l'Europe, si vous lisez la presse
en français ou en anglais, la presse israélienne, Jerusalem Post, The Times of Israel, je vous les recommande, hein, ou Haaretz, ou d'autres, il y a des rubriques diaspora, donc c'est l'Europe, les États-Unis, il n'y a pas un jour sans un restaurant caché qui brûle, une université qui a attaqué, à Manchester, à Melbourne, partout, ou des tags, c'est pas normal. Je voudrais quand même qu'on revienne à la jeunesse du roman, parce que je pense qu'on va quand même parler Bien sûr, de ce qui est écrit. Alors c'est un roman en grande partie autobiographique, sinon en totalité, vous allez nous dire, parce que je pense quand même qu'il y a de la fiction, forcément, un petit peu de fiction dedans. Et il y a juste une Juste- chose. juste une question, il a quand même mis 50 ans pour être écrit. Alors pourquoi ça s'est imposé aujourd'hui? Est-ce que c'est 7 octobre? Est-ce que c'est avant? Ah bon, C'est pas sorti du 7 octobre. voilà. Tout écrivain a sa propre temporalité intérieure. Quel que soit l'écrivain, quel que soit le sujet, on écrit par rapport à une nécessité. Et cette nécessité n'est pas la même selon que vous avez 30 ans, 40 ans, 60 ans. Par exemple, j'ai écrit 10 biographies. Eh ben, ces biographies, je les ai écrites entre l'âge de 30 ans et l'âge de 45 ans. Mais depuis, j'en ai plus. Pourquoi? Parce que c'est lourd d'écrire une biographie et qu'à 60 ans, on n'a pas envie de pousser des portes, on n'a pas envie de s'imposer pour faire une interview, rencontrer des témoins. C'est fatigant, c'est épuisant, on n'écrit pas la même chose. Alors, ce livre-là, il s'est imposé pourquoi? Parce que, premièrement, quand on s'est quitté, mes amis et moi, en rentrant en France à Noël 73, on s'est dit, on a fait un petit serment comme ça, on s'est dit, si on est encore de ce monde dans 50 ans, retrouvons-nous en Israël et fêtons ça, pour prendre la mesure du chemin parcouru, par Israël et par nous. Bon, c'est parce que c'est aussi une méditation sur le passage du temps, hein, tout le livre. Et puis voilà, et il se trouve qu'on est resté amis dans ce petit groupe. On est resté amis, on ne s'est jamais quittés. Et puis, 1 an et demi, à peu près 2 ans avant 7 octobre, j'ai senti que c'était le moment. Par rapport à l'âge que j'avais et tout ça, j'ai senti un jour que c'était le moment. C'est totalement intuitif, c'est pas réfléchi, il n'y a pas de préméditation. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire, j'avais presque terminé quand est arrivée la nouvelle du 7 octobre. Le soir même, j'ai dit à ma compagne, je ne peux pas ignorer ce qui vient de se passer. C'est impossible. D'abord parce que c'est trop fort, mais surtout parce qu'il y a des résonances entre ce qui s'est passé au moment de la guerre de Kippour et ce qui s'est passé le 7 octobre. Des analogies, mais surtout des résonances. Il y a des choses qui correspondent, qui font la passerelle entre les deux moments à 50 ans d'intervalle. Je vous rappelle quand même que l'attaque du Hamas a eu lieu à quelques heures près, 50 ans exactement après Kippour 1973, la guerre de Kippour. Donc, c'est pas tout à fait un hasard quand même, hein. Il ne faut pas l'imaginer. Et donc, immanquablement, la première concordance des temps qui vient à l'esprit, c'est surprise ou pas surprise. Heureusement, depuis quelques années, les archives de la guerre de Kippour ont été dévoilées. Elles sont dans la presse, etc. Je les ai au moins étudiées. Ce qu'on sait maintenant, c'est que cette surprise de l'attaque syro-égyptienne était une surprise, une demi-surprise. Pourquoi? Parce qu'on sait, par les minutes du cabinet israélien de Golda Meir, que presque une semaine avant l'attaque, elle avait une réunion de son cabinet de guerre permanent où on lui a dit « Nous avons des renseignements comme quoi ces deux pays vont attaquer, ils se préparent ». À quoi elle a répondu « C'est vrai, mais c'est tout le temps comme ça. Ça fait des années et des années qu'on a des alertes permanentes sur le fait que les Égyptiens et les Syriens vont nous attaquer et qu'ils ne le feront pas. Mais on en tient compte, mais on ne peut pas réagir par rapport à ça. Et surtout, ajoute-t-elle, nous avons fait une guerre d'anticipation pour la guerre des 6 jours. Préventive, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis anticipation, préventive pour la guerre des 6 jours, ça a été une réussite.
on ne peut pas recommencer. Parce qu'on nous l'a pardonné une fois, on ne nous le pardonnera pas une seconde fois. Parce que cette fois, disait Golda, j'ai déjà des avertissements du gouvernement soviétique, Brejnev, qui dit « si vous recommencez, on interviendra. On ne vous laissera pas faire une seconde fois ce que vous avez déjà fait. » Donc elle dit « je ne peux pas me permettre de recommencer la même chose, la guerre préventive. Donc espérons qu'une fois de plus, c'est une fausse alerte. » Ben, ce n'était pas une fausse alerte. Et ça, on ne peut pas ne pas y penser quand on a vécu les événements du 7 octobre 2023, où une fois de plus, il y avait des rumeurs de guerre, et surtout, il faut rendre hommage aux guetteuses, Voilà, ces jeunes filles qui sont, c'était des jeunes filles, qui sont donc à la frontière, qui ont vu des préparatifs sur leurs écrans et qui ont fait des rapports. Ces rapports existent, on les connaît déjà, dans lesquels elles disaient ils sont en train de se préparer, ils font des choses qui ne sont pas normales. Ils s'entraînent en moto, ils font du parapente. Ils n'ont jamais fait de parapente avant. Ils sont tout le temps le long de la frontière. Ils s'entraînent à beaucoup de choses qui ne sont pas normales. À quoi leurs chefs militaires, avec une certaine misogynie, ont répondu « Bon, c'est des jeunes filles, elles s'affolent un peu facilement. » C'est exactement ça, la réponse au rapport, hein, puisqu'on a les réponses, tout ça a été publié. Et évidemment, les renseignements sont montés très haut, tout en haut du gouvernement, et ça n'a pas été pris en compte. Et le résultat, on le connaît. Je voudrais revenir sur le titre même, parce que l'annonce, en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est, sauf qu'en découvrant le roman autobiographique, l'annonce, c'est quand vous avez deux officiers qui arrivent chez vous, vous annoncent, sonnez à la porte. Attends, il faut quand même expliquer. Expliquez. Oui, parce que moi j'étais donc. On était volontaires civils, donc on était dans un moshav qui avait demandé de l'aide. Car il ne faut pas oublier une chose, la guerre de Kippour, c'est tout le pays, mal, qui se retrouve à l'un des deux fronts, enfin l'un des fronts d'Israël. Il n'y avait plus que des femmes avec des jeunes enfants qui échappaient à la mobilisation. Tous les autres étaient sur les fronts. C'est encore pire que ce qui vient de se passer le 7 octobre. Parce que le pays est envahi. Il ne faut pas penser qu'il s'est passé à la guerre de Kippour ce qui s'est passé il y a 2 ans. La guerre de Kippour, c'est pendant 15 jours l'incertitude sur le sort des armes. C'est totalement existentiel, c'est-à-dire le pays est envahi par des armées étrangères. Hein. Ce n'est pas un mouvement terroriste qui vient 24 heures au-delà de la frontière pour montrer qu'il en est capable, qui massacre des gens dans le Sinaï et qui se retire. C'est pas ça. Ce sont des armées qui envahissent le pays et qui veulent rester et aller le plus loin possible. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, dès que la guerre a été déclarée, l'ensemble du monde arabo-musulman s'est évidemment rangé derrière l'Égypte et la Syrie. Tout le monde a envoyé des armes. Le Maroc, si cher à notre cœur, n'est-ce pas, Charles? Le Maroc a envoyé une brigade qui a été décimée dans le Golan. Mais ils ont envoyé quand même une brigade. La distance entre le Maroc et le Golan, elle est assez longue. Il a fallu du temps pour arriver, mais ils ont éprouvé cette nécessité. Donc vous imaginez tous les autres pays. Donc c'est le monde arabo-musulman qui a envahi, en quelque sorte, Israël. Et donc, il n'y avait que des femmes avec des enfants à la maison, en dehors du front. Un moshav a fait savoir, parmi beaucoup d'autres, qu'ils avaient besoin de volontaires civils venus de l'extérieur. Grâce à l'Union séfarade, qui est venue nous voir en nous disant, écoutez, si parmi vous il y a des volontaires, eh bien, on va s'occuper de vous. Donc voilà, dans ce moshav, on est arrivé, bon, je passe les circonstances que je raconte dans le livre, hein, l'avion, etc. Quand on arrive dans ce moshav, c'est un moshav qui nous accueille à bras ouverts, et chacun choisit l'affectation, parce que c'est une exploitation agricole, et et très vite, au bout de quelques semaines, le Shabbat, on est libre d'aller se balader. Et évidemment, on ne s'en est pas privé, partir à la rencontre des Israéliens, de la guerre elle-même, pour voir des réalités qu'on ne voit pas quand on est touriste en Israël, bien évidemment. Et là, un jour, comme je partage avec Charles
la passion des échecs. Un jour, je me baladais dans un café à Jérusalem, je vois un échiquier. Il y a beaucoup de joueurs d'échecs, de grands joueurs d'échecs en Israël, grâce aux Russes. Depuis qu'il y a eu l'immigration russe très tôt, ce sont des champions d'échecs, où les échecs en Russie, c'est une religion. Le premier club d'échecs, c'est la Beersheva, fondé par des champions russes. Il y en a partout. Donc il y a beaucoup de cafés avec des échiquiers. Et je vois un échiquier et une jeune fille en tenue militaire derrière. On ne vous l'a pas dit, mais le roman est aussi d'abord un grand roman d'amour. Oui, aussi. Et donc, cette jeune fille, je la vois seule, alors je lui dis en hébreu, permettez, je peux m'asseoir? Et elle me répond, elle me dit que vous êtes français, vous. Je lui dis pourquoi? C'est à cause de mon accent, vous dites ça? Elle me dit, mais non, un Israélien, il s'assoit, il dit alors bonjour, oui ou non? Je dis, oui, effectivement, oui. Elle me dit, alors je lui dis, bon d'accord, mais vous permettez ou pas? Et elle me dit, vous ne visiterez jamais. Hein. Et donc, alors je me suis assis, on a joué, on a sympathisé, en plus ses parents étaient marocains, bon, c'était très bien. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est une parenthèse, mais il m'a fallu 50 ans pour m'en rendre compte. En 1973, Israël avait 25 ans. Mais 25 ans, c'est rien. Aujourd'hui, on dit 75 ans, c'est formidable. Mais 25 ans, ce n'est rien du tout. Israël avait été créé hier, en 73. Et les créateurs d'Israël, les pionniers, etc., ils étaient tous vivants. Ben Gurion est mort en novembre 73, quand on y était. Alors, on sympathise, on tombe amoureux, et on se voit tous les week-ends pendant Shabbat, et on se balade comme on faisait là-bas, en dormant sur les plages, voilà. Et à un moment, je lui dis, mais toi, tu es en uniforme, tu es à l'armée? Il me dit, oui, oui. Et je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à l'armée? Parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas dans des unités combattantes. Elles étaient toujours à l'arrière, dans la logistique. Ça a changé depuis quelques années. Maintenant, elles sont pilotes de chasse, elles sont commandants, elles sont au front. C'est pareil pour tout le monde. Tankiste aussi. Tankiste, oui, il y a des unités de tankistes. Et alors, elle me dit, mais moi, je suis au bureau psychologique. Ah, je dis, ah oui, le bureau psychologique. Je savais qu'il y en avait un dans chaque armée, dans le monde entier. Hein, c'est pas propre à Israël. Oui, je suis au bureau psychologique, et qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, j'annonce. Je dis, mais tu annonces, c'est pas un métier, ça. On n'annonce pas de manière intransitive. Qu'est-ce que tu annonces? Elle me dit, j'annonce la mort. Et là, j'étais un peu tombé des nues. Moi, j'étais un bourgeois parisien, juif, étudiant en histoire à Nanterre et à Languedoc. Je suis tombé des nues. Et elle m'explique. Elle me dit, voilà, j'annonce la mort. Et comment ça se passe alors? Elle me dit, tu vas venir avec moi la prochaine fois. Et donc, je l'ai accompagnée. Et là, elle m'a expliqué le protocole. Elle m'a dit, je t'explique le protocole parce que parfois, mon binôme, il ne vient pas toujours parce qu'on s'est beaucoup engueulé, lui et moi, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Et donc, si je te demande un jour de me donner un coup de main, au moins que tu saches comment ça marche. Et c'est ce qu'elle va faire un jour parce que son binôme était en retard. Et elle me dit en plus, c'est une famille de juifs d'Algérie, donc ils parlent français, donc ça sera encore meilleur. Et le protocole qu'elle m'explique, c'est quoi? Elle me dit, la première chose, c'est toujours une jeune fille, soldate, du bureau psychologique, parce qu'elle-même faisait des études de psycho dans le civil, pour devenir psychologue, ce qu'elle est devenue. C'est toujours donc une jeune fille soldate et un officier homme d'une trentaine d'années. Et ça a toujours été comme ça. Ce qui a été modifié depuis quelques années, c'est que la jeune fille, elle a plus de 20 ans, elle a 30 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte quand même qu'à 20 ans, pour une fille, c'est lourd de faire une chose pareille. C'est traumatisant, c'est difficile de porter ça sur les épaules. Et ça, c'est quoi? Première chose, le binôme ne doit jamais garer la Jeep devant la maison où ils vont. Il faut toujours se garer au bout de la rue, à une extrémité de la rue, devant un magasin, devant un cinéma, pas devant une maison d'habitation, devant quelque chose d'anonyme. Pourquoi?
Parce que tout Israélien, quand il voit une Jeep avec un officier en uniforme, bien sûr, et une jeune fille, comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, quand il voit vers quelle maison il se dirige, tous les voisins arrivent. Et parfois, ils arrivent si vite. Ils arrivent pour consoler la famille. Ils arrivent si vite qu'ils donnent la nouvelle avant même qu'elle soit annoncée, ce qui est une catastrophe. Alors donc, se garer ailleurs et venir à pied. Enfin, au bout de la rue et venir à pied. Deuxième chose, repérer si la maison où on va, c'est une maison individuelle, avec un jardin, ou si c'est un appartement dans un immeuble. Parce que si c'est une maison avec sur le jardin, et comme il y en a beaucoup en Israël, ça évite le risque de défenestration. Car il y a des gens, quand on leur annonce ce qu'on va leur annoncer, il y en a qui ont une réaction immédiate.